Non, c'est bon, j'ai de l'eau là. Hop, je commence direct? Ok, ça marche. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, rapidement, sondage à main levée. Qui était là à ma conf sur le CQRS Eleven Sourcing ce matin? Et maintenant, vous venez à une conf sur le bonheur dans le développement. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Euh, ben, Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus m'écouter. Je m'appelle Arthur. Je suis développeur chez SQLI, une ESN à Pessac. On va parler ensemble aujourd'hui de bonheur au travail sur la base d'un petit récit personnel. Est-ce que vous connaissez Stardew Valley? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo dans lequel le protagoniste est employé d'une méga corporation multinationale, capitaliste, déshumanisante, tout ce que vous voulez, et qui se rend compte, étonnamment, un jour, que son métier ne lui plaît plus trop, surtout quand il voit son voisin de table. Vous connaissez peut-être aussi cette citation de Confucius qui dit de choisir un travail que l'on aime et on n'aura jamais à travailler un seul jour de notre vie. Et bien visiblement, le protagoniste de Stardew Valley avait choisi le mauvais travail. Il décide donc de tout quitter pour aller reprendre la ferme de son grand-père récemment décédé. Pourquoi? Pour retrouver peut-être du sens à sa vie, à son travail, en faisant quelque chose de concret de ses mains, en se rapprochant à nouveau de l'humain, aussi en intégrant une nouvelle communauté. Le prémisse de ce jeu, je le trouve assez intéressant, parce que peut-être que vous-même, vous connaissez des gens qui ont dit que de toute façon, dans 20 ans, il ou elle ne serait plus dev, mais serait en train d'élever quelques chèvres et faire pousser des tomates dans leur jardin. Personnellement, j'en connais plusieurs même. Du coup, j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que ce n'était pas du tout qu'un jeu vidéo, c'était bien sûr une réalité. Il y a une étude de Stack Overflow qui date de l'an dernier, cet organisme existe toujours, qui, sur 50 000 devs du monde entier, qui a démontré que 75% d'entre eux ne se considéraient pas satisfaits de leur travail. Et 54% envisagent carrément de changer de métier. Ou hésitent. Ils sont dans cette phase peut-être où ils y réfléchissent, où ils blaguent un peu sur le sujet, il y a peut-être un petit fond de vérité dans la blague. Donc c'est des chiffres qui sont énormes. Et c'est pas si récent que ça, puisque l'an dernier déjà, en 2024, il y avait une étude similaire de l'organisme Slashdata qui avait trouvé que ça touchait tous les corps de métier, dans le développement en tout cas, et surtout qui trouvait de très grandes insatisfactions, puisque même pour les plus satisfaits, c'était presque une personne sur trois, ce qui est assez impressionnant. Et du coup, on peut se demander, mais comment on en arrive à de tels chiffres? Je pense qu'on peut dire que, pour commencer, le développement, c'est un métier qui a énormément de clichés. Par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui les tech bros, ces milliardaires, millionnaires, tout ce qu'on veut, qui vont sur scène, ils vont faire joujou, ils vont présenter des choses qui vont mettre entre les mains de millions de gens, qui vont avoir un impact concret sur leur vie. Ça donne envie d'être comme eux. Il y a pas mal de gens qui se lancent dans la tech pour espérer un jour finir comme ça, riche, mais aussi avoir un impact sur la vie des gens et faire des choses cool. Aussi, les avantages. Bon, le marché étant ce qu'il est aujourd'hui, mais c'est un métier qui, pour les conditions de travail qu'on a, paye quand même plutôt bien, statistiquement en tout cas. Aussi, le télétravail, un avantage que tous les métiers n'ont pas, même si encore une fois, bon, le marché, on connaît. Mais beaucoup de gens envient ces avantages au point de se reconvertir dans le développement. Et justement, c'est un métier qui a énormément de portes d'entrée. On peut faire des études publiques, des études privées, des bootcamps en ligne par exemple, ou apprendre par soi-même en autonomie. Ces formations elles sont souvent professionnalisantes, diplômantes. Donc, le marché, encore une fois, pour les juniors est inexistant, mais c'est quand même un métier qui est abordable, ou du moins accessible, disons. Moi, personnellement, j'ai fait des études publiques quand j'ai commencé dans le développement, et après quelques années à travailler, il y a quelque chose qui s'est passé. Je suis passé de... Je partais le soir, je réfléchissais déjà à ce que j'allais faire le lendemain matin, à ouais, ouf, la semaine va être longue. Puis des fois à me dire le matin, oh, j'ai vraiment pas envie d'y aller aujourd'hui. Donc il y a un shift, il y a quelque chose qui s'est passé. Visiblement, j'étais plus heureux, c'est censé être moi. Hein. Comme le protagoniste de Stardew Valley, un matin, je me suis levé, je me suis dit, mince, j'ai l'impression que je ne suis plus heureux dans mon quotidien, je ne me reconnais plus dans mon travail. Mais pourquoi? Tout comme c'est un métier qui a énormément de clichés, je pense qu'on peut aussi dire que c'est un métier qui n'est pas toujours comme on peut l'imaginer. J'espère que vous arrivez à lire et que je ne vous gêne pas à gauche, enfin à ma gauche. C'est par exemple un métier qui a de nombreux processus, rituels, ces choses qui nous permettent d'avancer de manière cadrée, ritualisée, formaliser les choses. Poussé à l'extrême, ça peut mener à ce qu'on appelle
la réunionnite, vous connaissez sans doute. Ça peut être très lourd, d'autant plus pour des gens qui aiment développer et que ça saoule de passer du temps en réunion et qui n'aiment pas ça. Aussi, c'est un métier qui fait travailler avec des gens. Et travailler avec des gens, ça veut dire travailler avec des gens qui ne sont pas toujours compatibles avec nous, parce qu'on n'a pas les mêmes méthodes de travail, rythme de vie, ou même juste parce qu'on n'est pas compatible, malheureusement des fois ça arrive. Ou inversement, on est quelqu'un de très sociable et on se retrouve catapulté tout seul sur un projet dans un coin. Au quotidien, c'est deux choses qui peuvent être extrêmement lourdes à vivre. Moi, j'ai vécu les deux en plus. C'est aussi un métier, je ne vous apprends rien, qui a une énorme pression du résultat, comme c'était déjà le cas avant, mais maintenant que nous sommes des augmented developers, grâce à l'IA, on doit produire encore plus vite, en toutes circonstances. Et donc la pression est d'autant plus forte. Et aussi, pour en citer un dernier exemple, le legacy. Une partie du métier consiste à maintenir des vieilles ou très vieilles applications dont les connaissances sont perdues dans les limbes d'une doc Confluence ou dans la tête des développeurs plus expérimentés. C'est des projets qui sont rarement fun, on ne va pas se mentir, mais qui existent et qui existeront toujours parce que les projets d'aujourd'hui, c'est le legacy de demain. Donc il y aura toujours besoin de devs pour bosser sur les vieilles technos. Voilà, ça c'est quelques exemples, mais ces choses-là, en fait, c'est dur de vraiment concrètement s'y préparer avant de commencer à exercer le métier. C'est dur de se rendre compte de ce qui ne nous plaît pas concrètement avant de commencer à travailler. Et quand on se rend compte, quand on commence et on se rend compte de ce qui ne nous plaît pas, ça peut être hyper dur de se dire j'ai encore au moins 40, et encore j'ai été gentil quand j'écris ce chiffre, 40 ans à subir de ça. Donc, moi, c'est ce que je me suis dit. Et j'ai rejoint les 54% qui ont sérieusement envisagé de changer de métier. À cette époque-là, j'ai pris cette solution un peu de facilité, on va dire. Mais pour ceux qui me connaissent dans cette salle, s'il y a quelque chose que j'adore faire, c'est être à contre-courant aussi. Donc, avant de lâcher l'affaire, je me suis quand même posé des questions. Je me suis dit, pourquoi je suis devenu développeur ? A priori, c'est parce que j'aime bien coder. A priori. Et aussi, j'aime bien l'argent. Mais j'aime bien coder. Donc pourquoi, après tout, j'aurais arrêté ce métier qui me permet de faire ce que j'aime pour des choses qui ne sont pas vraiment concrètement liées à ce que j'aime. Parce que je n'ai pas parlé du code là. J'ai parlé de choses qui sont le métier qui permet de coder. Bien sûr, quand on découvre un peu les travers de ce métier, c'est très pesant. Mais si on a envie de persévérer, et je me suis dit j'ai envie de persévérer quand même, parce que ce métier il me permet de faire ce que j'aime, il faut trouver comment compenser ses défauts. Et du coup, à ce moment-là, comment est-ce qu'on retrouve goût à un métier dont on a perdu le goût ? Moi, j'ai réfléchi. C'est très dur, réfléchir. J'ai réfléchi à ce que le métier a de positif. Qu'est-ce qui m'apporte au final ? Certes, il y a des choses qui me gonflent, mais qu'est-ce qui me plaît ? J'ai parlé du fait de travailler avec des gens qui ne sont pas toujours compatibles avec nous, mais c'est aussi un métier qui nous fait rencontrer des gens parfois exceptionnels, des gens qui deviennent parfois nos amis, ou même plus. Et ces amis sont nos meilleurs alliés au quotidien, en cas de coup dur, ils sont là aussi pour nous épauler. Par défaut, on dit toujours les collègues ne sont pas nos amis, je suis tout à fait d'accord, mais l'un n'empêche absolument pas l'autre, et savoir ou avoir envie de se faire des amis au travail, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Bien sûr, on n'est pas obligé. Il y a des gens qui préfèrent rester tout seuls, mener leur chemin. Je pense que c'est tout à fait OK, mais l'important, c'est que ce soit une situation choisie et pas subie. C'est aussi un métier qui a énormément d'opportunités d'évolution, de changement. S'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est un métier qui offre beaucoup de personnalités, de possibilités de se réinventer, s'orienter vers d'autres spécialités, des domaines différents, des choses nouvelles à apprendre. Bien sûr, on ne change pas du jour au lendemain, mais malgré tout, le métier, il offre ces possibilités. Ce n'est pas le cas de tous. Ça tombe sous le sens, mais on peut aussi réfléchir à du coup les tâches qu'on aime faire, celles qui nous donnent du plaisir à faire. Non pas pour faire tout ce que j'aime d'abord et tout ce qui me gonfle ensuite, mais au contraire pour un peu essayer de... j'ai perdu mon mot. Pour essayer d'alterner, se dire, voilà, bon, j'ai ce truc vraiment saoulant à faire, mais au moins après, j'ai ça. Donc je m'accroche et ça me fait un peu une sorte de lumière au bout du tunnel, même si l'expression est un peu lugubre, mais on peut le voir comme ça. Mais ça, c'est quelques exemples de choses qu'on peut identifier dans ce qui nous plaît, mais on peut aussi faire quelque chose d'encore plus dur. On peut essayer de se remettre soi-même en question, avoir une sorte de biais cognitif et se dire, est-ce que ça vient de moi ? On peut par exemple apprendre à relativiser. Seul, c'est très dur, ou avec de l'aide extérieure, c'est un petit peu plus simple. Et se rendre compte de plusieurs choses. Déjà que, par exemple, le métier, il est en constante évolution. Ce qu'il est aujourd'hui, c'est pas ce qu'il sera demain, c'est pas ce qu'il était hier, et notre situation, elle est pareille, elle va changer.
Pas forcément pour le meilleur, mais au moins, elle va changer. Et aussi pour se rendre compte, en essayant de relativiser, de qu'est-ce qui ne va pas en fait, dans notre situation. Et quand on se rend compte de ce qui ne va pas, c'est plus simple d'agir quand on sait le problème que l'on doit régler, je pense. On peut aussi savoir reconnaître ses propres limites, les reconnaître à nous-mêmes avant de les admettre aux autres. Identifier quand est-ce qu'on est trop hors de notre zone de confort, pas pour tout le temps y rester et jamais en sortir, hein, mais au contraire pour identifier quand c'est trop et là on n'y arrive plus et je dois reconnaître que là je suis débordé. Le niveau du dessus, c'est de savoir dire non, je ne peux pas faire plus, mais bon là c'est pas encore au-dessus. Savoir reconnaître quand on est en difficulté, c'est déjà bien. On peut aussi se dire que l'évolution, ça peut être parfois changer de chemin. J'ai parlé d'un métier qui offre des opportunités de se réinventer. J'ai rencontré des gens qui étaient à des postes de management, qui avaient évolué depuis des postes de dev, qui se sont dit mais moi ça me plaît pas, moi j'aimais la tech. Et du coup on peut dire qu'ils ont régressé dans la hiérarchie, même si c'est pas vraiment un bon terme. Et ils sont redevenus juste, par exemple, tech lead. Et quand on se rend compte qu'on a le droit de se dire en fait c'était pas ce qui me plaisait, je veux faire autre chose, qu'on a le droit à l'erreur, ça peut libérer d'un poids mentalement, je trouve. Ces choix, forcément, ils ont des conséquences sur notre carrière, sur notre vie. Cela dit, je vais faire une petite généralité, même si ça dépend toujours des situations individuelles. Je ne pense pas que ça ferme des portes. Ça en ouvre des nouvelles et on peut choisir si on les emprunte ou pas. Ces pistes que j'ai données là, c'est de travailler différemment. Si on est un ardu du travail, peut-être travailler un poil moins, non pas dans le but de plus rien faire, mais de faire en fait moins pour faire mieux, dans de meilleures conditions en tout cas. Parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un immense scientifique pour dire que quand on est plus heureux dans notre quotidien, dans notre tête, a priori on travaille bien, ça a de bonnes chances de bien se passer au travail. Si ça se passe bien au travail, on sera plus heureux dans notre tête et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux, je pense. Ces choses dont je vous ai parlé, c'est le chemin de pensée que j'ai suivi et qui me permet aujourd'hui de passer du dev qui était très malheureux dans son quotidien, à être aujourd'hui dans une nouvelle boîte, avec des responsabilités différentes, des choses différentes, d'être speaker parmi vous par exemple, et d'être en tout cas beaucoup mieux dans mes baskets. Bien sûr, ce n'est pas un état constant, le bonheur. Il y a des moments, ça va, des moments, ça va pas du tout. Par exemple, j'ai connu à nouveau une période compliquée il y a quelques temps. Mais l'important, c'est de savoir se poser des questions, savoir se dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux faire pour régler ça. Et la seule manière de faire ça, c'est de se poser des questions et de pratiquer de l'introspection. Le but, c'était pas de vous dire vous, voilà, c'est comme ça qu'il faut être heureux, mais de vous montrer le chemin que j'ai suivi pour que vous puissiez vous-même déclencher des réflexions si un jour, parce que je ne vous souhaite pas, vous vous retrouvez dans une situation similaire ou que vous y êtes déjà, ce que je ne vous souhaite pas non plus, bien sûr. Quand le malaise y survient, voilà, il faut s'arrêter, se poser les questions, se dire est-ce que j'ai besoin de tout changer, besoin de changer de métier? Parfois la réponse est oui. Est-ce que je suis en burn-out? Est-ce que j'ai besoin d'aller consulter un professionnel de santé pour avoir de l'aide? Parfois la réponse est oui. Est-ce que j'ai juste oublié moi, qu'est-ce qui me plaît et j'ai besoin de me recentrer sur d'autres priorités pour retrouver un peu ce bien-être? Voilà. Et la seule manière de pratiquer ça, du coup, c'est de se poser de ces questions. Les questions, elles ne vont pas nous dire quoi faire, mais elles vont nous aider à choisir par quelle fenêtre regarder. Parce que le paysage à l'extérieur, lui, il est neutre. Mais ce qu'il change, c'est la manière dont vous le regardez. Merci à vous. Merci à l'équipe de Dev. Merci bien sûr à l'équipe de DevQuest qui me permet d'être là aujourd'hui et à les parties. Mais merci à Radija de m'avoir aidé. Sans elle, cette conf n'existerait pas. Vous avez les petits liens classiques et on a pas mal de temps pour des questions, je pense. J'ai été un petit peu vite. Merci à vous. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Des réflexions? Est-ce que vous êtes heureux? Levez la main. C'est bien. C'est beau. Continuez. Ok, parfait. Nickel. Encore merci à vous.